Moi, lectrice des autres. Moi, je lis beaucoup, par exemple, la poésie africaine, la poésie des Caraïbes, insulaire, la poésie insulaire hein, des Caraïbes. Il m'arrive aussi de lire des romans antillais, comme de Maryse Condé, par exemple. J'ai lu aussi Toni Morrison. Du côté, de ce côté insulaire, de ce côté aussi de peuple dominé, et puis je lis aussi, je suis très lectrice aussi de la littérature française classique, hein. Victor Hugo, Rimbaud et d'autres. Hein. Non, je crois qu'aujourd'hui ma lecture est aussi de plus en plus cette lecture du monde, quoi. Quand je dis lecture monde, je pense aux grands auteurs antillais qui parlent par exemple aujourd'hui de littérature monde. Vous voyez ? Donc de plus en plus aujourd'hui, on s'ouvre hein, et moi je suis ce mouvement vers cette lecture-là voilà, d'auteurs que je peux trouver par exemple au Silo, parce qu'il y a de plus en plus de gens de tous les continents qui viennent, du Pacifique et puis d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans ma tribu, hein, là où je vis, la tribu de l'embouchure, ou Ponaïliouin, dans ma langue, qui veut donc dire l'embouchure de la rivière. Et ici, nous sommes dans un lieu-dit qui s'appelle Napéhémin. Et Napéhémin, en fait, c'est l'ensemble des laves pétrifiées qui nous reviennent, par exemple, quand il y a un volcan au Vanuatu. Vous avez des laves pétrifiées qui flottent sur la mer et qui arrivent jusqu'ici. Et les vieux ont appelé cet endroit l'endroit des laves pétrifiées parce que c'est un endroit qui reçoit des laves pétrifiées des volcans du Vanuatu. Ça c'est pour expliquer le nom de l'endroit où je suis. Donc voilà, je vis ici et nous sommes donc sur la côte est de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et c'est un endroit où aujourd'hui encore les gens vivent dans les relations de clan. Dans les relations de clan où de clan à clan on a toujours une relation familiale. Les gens qui sont ici, ce sont mes oncles, mes tantes, mes cousins ou la famille du clan de mon mari par exemple. Donc ici, c'est eux hein, qui ont fait, sont eux, les gens d'ici, qui ont fait ce petit faret, cette petite case où nous sommes, et qui nettoient aussi l'endroit des cocotiers là, qui nettoient le gazon, ce sont les gens qui sont donc du clan où je suis mariée, mes beaux-frères, mes cousins, mes belles-sœurs. Ce sont eux qui font tout ce travail, et ce travail se fait encore aujourd'hui en groupe parce que nous vivons dans le groupe. Il n'y a pas chez nous d'individus qui vivent seuls, même si évidemment la tendance, elle est peut-être cela aujourd'hui avec l'influence de ceux qui nous viennent de l'extérieur, mais je dois dire qu'on est encore dans ce monde-là, à l'intérieur du clan. On vit dans le groupe. Voilà. Moi, ma petite enfance, je l'ai passée un peu plus loin, là-bas où nous sommes, par le chemin par lequel nous sommes venus tout à l'heure.
quand je vous ai indiqué l'embouchure de la rivière, parce que c'est à l'embouchure de la rivière qu'il y a donc le clan de mes pères, mon clan paternel. Et c'est là-bas, avec mes grands-parents, mes tantes, les frères de mon père, c'est avec eux que j'ai passé ma petite enfance. Là-bas, donc à l'écoute des contes, des légendes du clan, à l'écoute de ce que disaient donc mes grands-parents, et surtout mon père, et qui nous ont dit beaucoup de choses sur l'histoire du clan, bien avant que nous allions à l'école. Mon père était quelqu'un qui connaissait un peu la langue française, donc il m'a appris l'alphabet avant que j'aille à l'école. Il nous racontait aussi les contes français, mais dans notre langue. Il nous racontait même l'histoire de Gavroche. Donc avant d'aller à l'école, on avait cette relation avec la culture française par l'intermédiaire de mon père, qui aussi plus tard a écrit, et d'ailleurs nous nous occupons actuellement avec un ami de faire publier ce qu'a écrit mon père et aussi ce qu'ont écrit mes grands-pères, maternels et paternels, qui étaient des orateurs de la tradition kanak, qui étaient aussi des pasteurs formés par le grand missionnaire français Maurice Lénart. Voilà. L'école, donc c'est l'école de la tribu. Nous sommes passés devant tout à l'heure. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée comme école, elle est utilisée comme lieu de réunion pour le conseil des clans de la tribu. Et mes premiers souvenirs d'école, c'est on devait se mettre en rang chaque matin avant de rentrer dans la classe, et on nous disait à vos rangs fixes, comme on dit à l'armée, parce qu'il fallait lever le drapeau français. Et dans la classe, il y avait un papier au fond du mur, au fond de la classe, sur le mur du fond, où c'était écrit je ne dois pas parler, je dois parler en français dans la classe et à la récréation. Et donc ça voulait dire que dans l'espace scolaire, on devait parler français. On n'était plus autorisé à parler dans notre langue, quoi. Donc on parlait notre langue quand on sortait de l'école et de l'espace scolaire. Mais ça se passait comme ça. Il fallait lever le drapeau français tous les matins, comme les militaires à l'armée. Moi je suis venue à l'écriture tout d'abord il y a très longtemps, quand j'étais étudiante en lettres en France, à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et je commençais à lire les grands écrivains de la négritude, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire, je dois dire au départ par prise de conscience politique, parce que j'estimais que c'était à nous, les Kanaks, de parler de ce que nous vivions donc vers cette époque-là, et notamment aussi nos grands-parents qui ont beaucoup subi sous la colonisation française. Et c'était d'abord une œuvre de prise de conscience politique et de positionnement, dans une littérature, dans une poésie très engagée face à la colonisation. Ça c'était mes premiers écrits, mes poèmes. Et petit à petit, à mon retour ici, j'ai continué à écrire des poèmes. J'ai commencé à publier en 1985, au plus fort de ce que nous avons appelé ici la période des événements, qui ont marqué l'histoire de notre pays et qui ont changé la politique française ici, dans une marche, on va dire, où nous sommes toujours aujourd'hui, dans la marche vers la décolonisation et l'émancipation. Et j'ai commencé à être publié en 1985, et après j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et mes nouvelles donc parlent toujours donc de cette prise de conscience politique, mais aussi de la terre, du lien à la terre, de l'exploitation, de ce que subissent les femmes, et de la nécessité pour elles aussi de se lever et de prendre la parole avec leurs frères, avec les hommes de ce pays pour se libérer. Et après, petit à petit, j'ai écrit aussi du théâtre, et j'ai publié mon premier roman en 2005.
toujours sur les mêmes thèmes. Et mon deuxième roman, il vient d'être publié là, il y a fin ce mois-ci. Voilà. Oui, donc peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, je suis aussi une responsable politique. Effectivement, je suis membre, aujourd'hui je suis membre du gouvernement de mon pays. Je suis en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Ce sont des domaines, en tout cas pour ici, éminemment très politiques parce que les femmes, c'est la moitié du monde, hein, les femmes. La citoyenneté, c'est comment s'engager dans la démocratie, comment revendiquer des droits, mais en même temps en sachant qu'on a des devoirs, comment construire un pays, en construisant en même temps cette notion-là de citoyenneté. Donc nous sommes dans ce contexte, voilà, et la culture, notre culture, donc la revendication identitaire, ici, elle a toujours été présente à côté de la revendication politique. Donc la question culturelle, elle est au centre du débat politique dans ce pays, puisque le cadre de l'accord de Nouméa, qui est le cadre de l'émancipation et de la décolonisation de ce pays, il est dit dans son préambule qu'il est nécessaire de reconnaître l'identité kanak pour construire la citoyenneté. Donc, comme vous voyez, je suis responsable au gouvernement de questions éminemment politiques, même si on dit oui, la culture, donc la culture, la condition féminine et la citoyenneté. Et je dois dire que ce n'est pas un hasard non plus. J'estime que oui, il faut, dans la vie réelle, comme je le dis dans mon roman, il faut prendre aussi ses responsabilités. Et pour moi, le travail de l'écrivain va avec le travail du militant politique ou du responsable politique. Ce sont deux domaines donc, qui sont indissociables, en tout cas encore indissociables aujourd'hui de ce que je suis, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je continuerai sans doute à écrire, même si j'ai pris ma retraite politique, parce qu'il faut bien prendre la retraite un jour. Mais je pense que je continuerai à écrire. Parler d'insularité, c'est parler de micro-sociétés, c'est aussi parler de ces relations très fortes entre nous, puisque tout le monde se connaît et tout le monde est plus ou moins parent, tout le monde a plus ou moins des relations familiales. Et c'est ça qu'il faut intégrer donc, déjà dans l'insularité. Et ce qui fait que c'est peut-être pour ça que nous avons mis longtemps à écrire ici, parce que nous sommes aussi des sociétés d'oralité hein, dans nos îles. Et c'est difficile d'écrire en milieu insulaire parce qu'on a toujours, on a constamment le regard de l'autre. Mais je trouve aussi que l'insularité, eh bien oui, quand tous les matins nous avons la mer devant nous, eh bien, nous regardons hein, toujours à l'horizon et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe là-bas derrière la ligne d'horizon. Et c'est une formidable, vous savez, c'est un peu comme quand on est dans le désert, hein. Je crois que je le dis dans un passage de mon roman, quelquefois la lumière et le soleil ici rappellent la lumière du désert, parce qu'on est dans un désert et on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, derrière la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'ils font ceux qui sont là-bas sur les îles à côté et puis au-delà. Voilà, c'est ça pour moi l'insularité. C'est à la fois cette micro-société où tout le monde se connaît et donc tout le monde a des relations familiales et en même temps ce désir d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière la ligne d'horizon.